Elle est la plus jeune candidate aux élections législatives de 2020. Sibila Samiratou Ouedraogo, à 23 ans, aspire à siéger à l'Assemblée nationale au soir du 22 novembre prochain. Qui est cette jeune étudiante que le mouvement Sens a positionnée en tête de liste du Kadiogo? Élément de réponse dans quelques instants. Lui, par contre, n'est pas novice en politique. C'est un visage bien connu de Burkinabé depuis 2003 quand il a été porté à la tête de l'ADF-RDA. Maître Gilbert Noël Ouedraogo est le candidat à la présidentielle que nous mettons en lumière ce soir. Demain, au stade du 4 août, les supporters n'auront pas accès au lieu. Le match Burkina-Malawi, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2021, va se jouer à huis clos. Ainsi en a décidé la Confédération africaine du football, contre le gré de la Fédération burkinabé du football qui voulait le contraire. Un invité nous en parle en fin de journal. Abdul Karim Minungu du comité d'organisation du match sera avec nous. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci d'opter pour le 19h30 de BF1. Tout de suite, nous ouvrons le chapitre de la campagne électorale. Au 12e jour de la campagne électorale, les candidats et les partis politiques multiplient les meetings et autres rencontres politiques. Après Bobo Dioulasso, Fadan Gourma, Tenko Dogo et Manga, le parti au pouvoir a mis le cap sur Dori dans la région du Sahel où le candidat rock Marc Christian Kabouré est allé promettre le retour de la paix dans cette zone fortement touchée. Madina Sionou. Place de la nation de Dori, le candidat du mouvement du peuple pour le progrès est là. Rockmar Christian Kabouré est venu demander les voix du Sahel pour le coup KO au soir du 22 novembre 2020. La région du Sahel est fortement touchée par les attaques terroristes. Le candidat du MPP tient donc à saluer le courage des populations de cette localité. Avec elle, il entend faire du Sahel une zone paisible. Je disais tantôt que nous mesurons la douleur dans laquelle vivent les populations qui sont touchées par le phénomène du terrorisme. 1 million de déplacés au Burkina Faso, de personnes qui ont quitté leur village, leur terre, pour aller se réfugier ailleurs et sécuriser leur vie. Nous avons le devoir, sur le mandat qui va s'ouvrir, non seulement de mener pas à pas le combat contre le terrorisme, de sécuriser le pays et de faire en sorte que les déplacés puissent rejoindre leur localité, puissent vivre, puissent cultiver et retrouver une vie normale. Outre la résolution de la question sécuritaire, le président sortant promet reprendre et achever les travaux de construction et de bitumage des routes pour un désenclavement total de la localité. J'ai dit ce matin, comme vous avez déjà constaté, nous allons reprendre les travaux de la route Kongossi-Guibo, que nous allons l'achever pour que ces travaux puissent servir aux populations. Au niveau également local, la route qui partira également, je dirais, de Wayouia à Guibo sera également bitumée. La route déjà de Dori à Gorom est déjà en cours. Et j'ai dit ce matin que la route de Ouaga-Dori, on va la reprendre pour qu'elle soit correcte. Pour les élections à venir, Rockmar Christian Kabouré reste serré. La victoire du MPP sera une réalité. J'ai dit et j'ai répété, quand nous disons ça sera un coup KO, nos détracteurs disent mais oui, ils vont frauder, c'est des voleurs, etc. Mais cette fois-ci, on n'a pas peur. Je leur ai dit que lorsque le MPP était un bébé, nous avons brigué le pouvoir, nous sommes allés aux élections et nous les avons battus un coup KO. Aujourd'hui, le MPP est un
adolescent qui court et qui saute et qui a des dents. Ce que nous avons fait hier, quand nous étions bébés, cette fois-ci, ça sera pire qu'avant. Après Bobo Dioulasso, Fadangourma, Tenkodogo, Manga et Dori, ce sera au tour des populations des villes de Kaya, Zignare et Waïguya de recevoir la visite du Parti du Soleil, le 20. En attendant donc que le candidat du MPP arrive à Dédougou dans la boucle du Mohun, ce sont ses adversaires qui y font la pluie et le beau temps. Après Zéphirin Diabré de l'UPC, c'est Eddy Komboyogo du CDP qui a déposé ses valises dans la cité de Bankui. Dans cette région militaire, mais fortement harcelée par les terroristes, on devine aisément que le discours du candidat de l'ex-parti au pouvoir sera centré sur la situation sécuritaire. Sans surprise, donc, il a fustigé la politique actuelle de défense. Roméo Koïta, Benjamin Kwame. Pantalon jean, chemise manche courte et surtout une casquette, non pas aux couleurs de son parti, mais en treillis. Un choix pas fortuit, ici à Dédougou, Eddy Komboyogo s'indigne des conditions de travail difficiles des militaires. Une armée déstructurée, sous-équipée et à qui l'on demande pourtant de l'exploit, déplore-t-il. C'est vrai, un militaire est formé pour assurer la sécurité et la défense du pays. Mais il n'est pas allé faire pendant 5 ans une guerre qui n'a pas demandé. Cette guerre qui se justifie par votre incapacité d'amener la paix dans notre pays. Il pense que le climat sécuritaire qui se détériore de jour en jour est dû à une mauvaise politique de défense nationale. C'est pourquoi celui qui fait de la question sécuritaire l'axe principal de sa campagne promet une profonde réforme de l'armée afin qu'elle soit plus efficace sur le front de la lutte antiterroriste. Sa première action forte, réserver une place de choix aux militaires dans son gouvernement s'il arrive au pouvoir. 3 fois de suite, nous avons changé de ministre. Roch lui-même a été ministre de la Défense de ce pays. Il a échoué. Il a mis son ami Bouddha qui a échoué. Il a mis un 3e encore, qu'on disait, un journaliste devenu subitement président de l'Assemblée nationale, député non élu. Il est actuellement ici. Il a également échoué. Mais qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris l'organisation de l'armée. Ils ont peur de mettre des militaires dans leur gouvernement. Eh bien, avec le retour d'Eddy Komboyogo, les militaires auront leur place dans le gouvernement. La croissance économique du pays dépend en grande partie de la stabilité du pays, se convainc le candidat du CDP. C'est pourquoi, face aux populations de la boucle du Mouhoun, une région également touchée par l'insécurité, Eddy Komboyogo décline son plan pour sortir le pays de l'hydre terroriste. Un plan qui met l'accent sur la diplomatie, explique-t-il à Dédougou, Thomas et Tougan, où il est passé pour ses meetings. Aussi, à cette rencontre électoraliste, Eddy n'a-t-il pas oublié les agriculteurs, les femmes à qui il a promis du crédit et système éducatif qu'il veut aussi réformer. Il n'y a pas que dans la boucle du Mohun où l'insécurité plombe le développement. Dans le Namantenga, c'est le même constat à Boulsa. Voilà la situation qui a été présentée à Kadri Désiré Ouedraogo, le candidat du mouvement Agir Ensemble qui a promis la rupture s'il parvient au pouvoir, compte par ailleurs améliorer l'environnement des affaires à Puitenga, dans le Kouritenga où il a également rencontré ses partisans. Abdou Aziz Sari. Boulsa n'a pas fait de réserve dans l'accueil de son fils, Kadri Désiré Ouedraogo. Dans cette salle de conférence archi-comble, tous sont impatients de voir le candidat du mouvement Agir Ensemble. Une fois Kadri installé, un chapelet de difficultés est égrené par les populations. Insécurité, manque d'infrastructures routières, d'eau et de centres de santé. La province du Namantenga se sent abandonnée. Nous dirons que nous sommes délaissés, parce que dans aucune province vous ne verrez cet état de route. Pour franchir les 2 ou 3 kilomètres, il faut forcément faire 30 minutes. Vraiment, c'est dommage. Nous sommes délaissés. L'insécurité avance vraiment à grands pas. L'insécurité avance. Aujourd'hui, rares sont les hommes qui dorment à la maison.
Rares sont les hommes qui dorment à la maison. Même pour aller chercher de l'eau, nous avons de la peine. Nous voudrons que notre président, il songe aux femmes de Namentenga à travers des activités. Face à cette doléance, Kadri Désiré Ouédraogo prend l'engagement. Tout ce calvaire va se révéler du passé si le peuple lui fait confiance. Nous avons 22 communes qui ne participeront pas aux prochaines élections à cause de l'insécurité. Ce qui fait que pour tous les Burkinabés, comme pour nous, la priorité des priorités, c'est d'abord ramener la paix au Burkina Faso. Ensuite, nous avons les infrastructures telles que les réseaux routiers et telles que l'énergie, également l'économie numérique et l'approvisionnement en eau, et j'en passe. Ceci est conseillé dans le programme avec des investissements conséquents pour pouvoir résoudre les problèmes que le Burkina Faso a actuellement. Après Boulsa, le cap est mis sur Puitenga, province du Kouritenga. Dans cette localité à vocation commerciale, Kadéo promet l'allègement des taxes sur les importations et les exportations de marchandises. Et nous avons prévu également de développer des villes commerciales comme Puitenga. Nous allons faire que les réseaux routiers désenclavent ces routes-là pour qu'ils soient un véritable hub de commerce et d'échange de produits. Donc des villes comme Puitenga, comme Saint-Cancé sont appelées à être des centres régionaux de développement. C'est ce qui est dans mon programme et c'est ce que nous allons faire parce que nous croyons que le commerce participe activement à la formation du produit intérieur brut et nous ferons en sorte que la part du commerce dans notre produit intérieur brut soit accrue par des mesures de facilitation et par la création d'un environnement favorable aux affaires. Dans le Grand Faso, Kadéo accorde une place de choix à la sécurisation des Burkinabés de l'extérieur. Justement dans ce sens, il prévoit faire de la carte CEDEAO une réalité. Alors, il invite ses partisans à agir ensemble le 22 novembre prochain. La suite de notre série de portraits sur les candidats à la présidentielle. Ce soir, nous mettons en lumière un homme qui a reçu comme héritage familial la politique. Il est président de son parti politique depuis 2003, ancien maire de Waïgouya, ancien député, plusieurs fois ministre sous le régime de Blaise Compaoré. Son parti a été favorable au projet de modification de la Constitution qui devrait permettre à Blaise Compaoré de rebelloter. Vous l'aurez compris, le portrait du jour est celui de Maître Gilbert Noël Ouédraogo. C'est avec Roméo Keita. C'était le 25 octobre 2014. À quelques jours du vote de la loi portant modification de l'article 37, Gilbert Noël Ouédraogo invitait ses députés à l'Assemblée nationale à voter pour le projet au cours d'une réunion du Bureau politique national. Au nom de la paix et de la démocratie, le secrétariat exécutif national réuni le 23 octobre 2014 a décidé à l'unanimité d'appeler les députés du groupe parlementaire ADF-RDA à soutenir le compromis trouvé au sein de la majorité. Une décision qui s'est avérée fatale pour le parti et son président Gilbert Noël Ouédraogo suite à l'insurrection populaire. Il verra son domicile incendié à Waïgouya, son parti suspendu, lui-même exclu de la présidentielle de 2015 comme tous les autres acteurs politiques ayant soutenu le projet de modification anticonstitutionnelle. C'est la traversée du désert pour celui à qui l'on prédestinait pourtant une belle carrière politique. Quelques mois après la présidentielle, il fait son mea culpa. L'ADF-RDA demande pardon au peuple burkinabé. En Afrique, le pardon est essentiel. Quand vous avez fait la moindre erreur, vous demandez pardon. Il y a eu mort d'homme, il faut demander pardon. Après la prise du pouvoir du MPP, Gilbert Ouédraogo et son parti sont à l'opposition. En septembre 2018, il est dans la rue aux côtés de Eddy Kombrego et Zéphirin Diabré pour dénoncer la malgouvernance. Quand on est au pouvoir, lorsque le peuple s'exprime, il faut écouter le peuple. Si vous refusez d'écouter le peuple, à ce moment-là, c'est vous qui cherchez. Au fil du temps, l'éléphant reprend du poil de la bête, remobilise sa base et se repositionne sur l'échiquier politique. Les ambitions ont grandi et Gilbert Ouédraogo convoite le fauteuil présidentiel. Il est investi par son parti pour la présidentielle du 22 novembre. Et aujourd'hui, voilà l'éléphant qu'on croyait avoir enterré qui revient avec plus de force, avec plus de beauté, avec plus de vigueur, avec plus d'engagement pour aller au pouvoir en 2019.
Pour y arriver, il compte sur son expérience politique, lui qui dit avoir reçu la politique comme héritage. Fils de l'homme d'État et diplomate burkinabé Gérard Congo Ouédraogo, celui qui est président de l'ADF-RDA depuis 2003, fut plusieurs fois ministre sous la gouvernance de Blaise Compaoré entre 2000 et 2008. Député à l'Assemblée nationale en 2002 et 2012 et maire de Waïgui en 2013, Maître Gilbert Ouédraogo est aussi avocat, inscrit au barreau burkinabé. Elle s'appelle Sibila Samiratou Ouédraogo. Retenez bien son nom. Elle pourrait devenir la plus jeune députée de la 8e législature au soir du 22 novembre prochain. À seulement 23 ans, l'étudiante en année de master est tête de liste Kadiogo pour les législatives au compte du mouvement politique Sans servir et non se servir. Dans quel état d'esprit la jeune candidate aux législatives se trouve à quelques 10 jours des élections? Comment bat-elle campagne? Son choix est-il accepté par ses proches? Comment compte-t-elle allier études et politique? Rémi Lambert-Nibier est allé à sa rencontre. Reportage. Elle, c'est Sibila Samiratou Ouédraogo. Elle pourrait être la plus jeune députée de la 8e législature. Membre de plusieurs associations dans son Waïouguia natal, d'où elle a commencé à affirmer son leadership et dit s'être engagée finalement dans la politique pour se faire valoir. Parce qu'on a beau militer dans les associations, on a beau poser des actions citoyennes, tant qu'on n'est pas là où les décisions se prennent, on ne peut rien faire. Alors la politique se présentait pour moi vraiment comme le seul moyen pour faire valoir mes idées. Je la connais depuis la classe de 4e, depuis le lycée à Waïouguia. L'année dernière, elle a commencé à mettre en place son association, le club des jeunes bâtisseurs du Nord. Bon, je voyais sa détermination dans ce projet-là et vraiment, je l'encourageais du mieux que je puisse. Voilà, c'est dès lors là j'ai vu que vraiment, elle était déjà lancée. Elle visait grand et je trouve que c'est juste une opportunité pour elle parce que l'occasion, elle allait forcément créer l'occasion. Cette opportunité, elle va la saisir lors du lancement du mouvement Servir et non se servir Sans à Waïouguia en septembre dernier. Son intervention au nom des femmes de la localité a retenu toutes les attentions. Quelques mois plus tard, elle sera positionnée comme tête de liste nationale du mouvement Sans pour les législatives de novembre 2020. Et donc, le casting a été fait et tout le monde était unanime de dire celle-là, pour le moment en tout cas, dans le groupe de jeunes qu'on avait, qui étaient prêts à s'engager parce qu'il y en a beaucoup, mais qui n'étaient pas prêts à s'assumer. L'avantage avec Sibila, c'est qu'elle, non seulement elle a le discours, mais elle était prête à s'assumer. Et c'est ça qui était intéressant. Elle avait le soutien de sa famille, le soutien de ses parents. Et ça, c'était génial. Donc, du coup, on a dit, OK, mais comme elle accepte d'incarner la volonté que nous avons affichée, mais allons-y avec elle. C'est comme ça qu'elle a été proposée au comité de sélection des candidatures. Et c'est passé vraiment haut la main, quoi. Ce qui peut être considéré comme son handicap, Samiratou en fait son principal atout, son âge. Elle n'a que 23 ans. Bon, concernant la question de l'âge, me reprocher quelque chose, c'est trop dit, mais c'est juste qu'on me fait des remarques du genre, tu es très jeune, fais attention, tu aurais peut-être dû attendre avant de t'engager. Et bon, à ces personnes-là, je réponds toujours que peut-être qu'ils ont oublié que l'engagement pour un jeune de mon âge devrait en temps normal être un devoir et non une alternative. Je suis vraiment soutenue, les amis, les proches, si. C'est juste qu'on me dit toujours tout le temps, fais attention, voilà, parce que c'est un domaine de loup, parce que c'est un domaine où les gros poissons mangent les petits poissons, c'est juste ça. Tu as peur d'être mangé par Je pense que si j'avais peur d'être mangé par les gros poissons, je ne me serais pas engagée jusqu'à déposer ma candidature et être tête de liste nationale. Alors je peux dire que je n'ai pas peur. J'accepte ce combat avec tout ce qu'il implique. Étudiante en année de master en droit, option sciences juridiques et politiques à l'université Saint-Thomas d'Aquin, Sibila Samiratou Ouédraogo est bien lancée dans la campagne électorale avec sa formation politique. Mais déjà, elle dit découvrir les réalités du jeu politique burkinabé. Nous avons été conditionnés par un système qui était là bien avant notre naissance. Je parle notamment de la corruption électorale. Donc quand on parle vraiment, quand je parle aux jeunes, ils trouvent que c'est beau, ils trouvent que c'est noble, mais je suis consciente que tous ceux-là qui apprécient ce que je dis
ne rejoignent pas forcément le mouvement Sens. Mais je sais que ça viendra sur un processus. Je pense qu'elle pourra tirer son épingle du jeu. Je pense aussi qu'il faut qu'on fasse ce travail. Même si ça ne fonctionne pas cette fois-ci, il faut qu'on garde la ligne. Parce que je suis désolé, mais si on doit laisser la politique telle qu'elle est, avec la corruption électorale comme seul moyen de promotion de cadres politiques, comme disent certains, on est mort dans le film. Je pense que cette jeunesse-là peut aussi faire une insurrection dans les urnes pour permettre aux jeunes de prendre le pouvoir. Parce que c'est ça l'objectif final. Placer la jeunesse au centre des pouvoirs décisionnels en procédant par un renouvellement de la classe politique. Voici les idéaux de Sibila Samiratou Ouedraogo. Et à l'hémicycle, elle compte bien militer pour des réformes du code des personnes et de la famille, le foncier et la promotion des entreprises des jeunes. Jeune candidate, elle place ses espoirs en la jeunesse burkinabé. Je crois en la jeunesse et je crois que si elle veut vraiment le changement, je serai élue. Merci bien. Changement de cap à présent, c'est un secteur qui revient fréquemment dans les discours politiques. En cette période électorale, l'électricité pour tous. C'est du reste le slogan de l'agence burkinabé de l'électrification rurale, l'ABER, qui veut sortir des ténèbres. Bientôt 42 localités de la boucle du Mouhoun, et ce sont près de 10 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour rendre possible ce projet. Archimède Boy. Le projet d'électrification rurale décentralisée est lancé officiellement ce 30 octobre à Ouagadougou. 42 localités du Burkina Faso seront éclairées grâce à l'énergie solaire. Une révolution électrique, selon le ministre en charge de l'énergie. Une révolution électrique au Burkina Faso basée sur l'énergie solaire et qui va permettre ce que nos populations en milieu rural, qui n'espéraient même pas avoir accès à l'énergie, puissent aujourd'hui avoir non seulement l'énergie, mais des applications de l'électricité à d'autres mécanismes, à d'autres fonctions. Donc c'est l'éducation qui va s'améliorer, c'est l'accès à la santé qui va s'améliorer, c'est l'économie de façon générale qui va s'améliorer et c'est la pauvreté qui va diminuer au Burkina Faso. Et passant par cela, tous les mécanismes comme l'insécurité et tout son corollaire qui vont s'amenuiser au niveau du Burkina Faso. D'un coût global d'environ 10 milliards de francs CFA, ce projet sera mis en œuvre par l'expertise locale. Ce projet en fait commence depuis les étapes de conception, où on a fait les études de faisabilité, la conception technique du projet, la soumission du projet en fait pour financement, le suivi des étapes de due diligence, le montage du financement. Et aujourd'hui, on est à l'étape d'exécution du projet, où on va être en fait avec nos équipes sur le terrain en train de monter les œuvres techniques, de les tester et ensuite les opérer et les céder aux populations bénéficiaires. La région bénéficiaire est la boucle du Mouhoun, une satisfaction pour les responsables de cette localité. Et nous sommes très satisfaits parce que 42 localités de plus, ça va permettre quand même de développer l'économie locale. Vous savez que dans notre pays, l'énergie conventionnelle coûte cher et les populations n'ont pas accès. Et vraiment, c'est une satisfaction pour nous parce que ça va améliorer le taux d'accessibilité de nos populations en termes d'énergie. Le Burkina Faso bénéficie du meilleur ensoleillement de la sous-région. C'est pourquoi les autorités veulent s'appuyer sur cette énergie en vue d'assurer un développement continu du pays, indique le ministre en charge de l'énergie. Outre l'électricité qui contribue au développement local, il y a aussi l'amélioration des méthodes agricoles comme les techniques d'intensification dans la production du riz. Il est question d'appuyer les producteurs de la région du centre-ouest afin d'améliorer leur rendement. C'est dans le cadre des réalisations du projet 1 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire. Un projet qui vaut près de 22 milliards de francs CFA et qui s'étend sur 5 ans. Abdou Aziz Sari. Il y a quelques années, les populations de Pouni ignoraient l'importance de ce bas-fond. Aujourd'hui, ils sont plus de 700 villageois qui l'exploitent pour produire en grande quantité du riz pluvial. Pour la moisson de cette année,
Il est encore attendu de ce bas-fond plus de 157 tonnes de riz dédiées à la consommation et à la vente. C'est reçu normal, c'est reçu. C'est reçu normal. Moi, je fais 2 hectares ici et puis c'est bien reçu. Mais sans avant, bon, moi je travaille ici, mais nous ne savons pas que le riz, ça va pour d'ici. Donc le rôle que nous avions joué, comme dans les différentes missions de la Chambre d'agriculture, qui est de représenter le monde agricole, d'informer et de former le monde agricole, sensibiliser le monde agricole. Nous nous sommes limités à ces missions et voilà que je pense que c'est bien assimilé par les producteurs de ce bas-fond. D'une superficie de 51 hectares, ce bas-fond a été entièrement aménagé par le projet 1 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, PMP2RS. Et nous sommes très satisfaits du travail qui a été fait sur la superficie qui est d'environ une 50aine d'hectares, mais surtout en termes de niveau de productivité, parce que là, nous sommes en train de tendre autour de 3,5 tonnes, voire 4 tonnes. Mais d'ici là, on aura donc les résultats définitifs et nous sommes très satisfaits du travail que les producteurs ont pu mettre en œuvre pour que cet objectif-là puisse être une réalité au niveau de ces sites. À Saria, toujours dans le centre-ouest, le projet a également aménagé un bas-fond de 32 hectares au profit des populations. Il faut dire que c'est une toute première année de mise en valeur et les producteurs ne sont pas forcément initiés donc dans la production du riz au départ. Il va falloir renforcer tout ce qui est capacité en termes de production de riz. Voilà pourquoi nous avons priorisé ici le système de riziculture intensif. Voilà. L'objectif du PMP2RS est de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté. Dans cette dynamique, le projet a réalisé des poulaillers et des prés d'embauche au profit des femmes de Saria. Le projet nous a vraiment fait du bien. Nous avions de la volaille sans savoir comment les élever. Et le P1P2RS est venu nous donner un coup de main. Nous les remercions infiniment. Les jeunes, eux, sont formés en technique d'élevage. Alors, les résultats du projet doivent puiser leur source, la satisfaction des bénéficiaires de l'ensemble de nos actions. Et je pense qu'à travers ce qu'on a vu aujourd'hui et à travers la diversité aussi de nos actions, on voit quand même que quelque part, on a apporté beaucoup et dans la lutte contre la résilience et puis aussi pour l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau de cette région. Le projet 1 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, PMP2RS, intervient dans 4 provinces du centre-ouest que sont le Boulkemde, la Sicily, le Sanguier et le Ziro. Il a une durée de 5 ans avec un coût estimé à plus de 22 milliards de francs CFA. Elle aussi prévoit soutenir des projets d'élevage et d'agriculture au Burkina Faso. L'entreprise Global Investment Trading a soufflé une bougie de plus ce 7 novembre. Elle a désormais 3 années d'existence dans la vente et l'achat des crypto-monnaies. Un anniversaire célébré dans une ambiance festive. Justin Amonto. C'est dans une ambiance festive que les membres de l'entreprise Global Investment Trading s'ouvrent une bougie de plus ce 7 novembre 2020 à Ouagadougou. Créée en 2017, cette entreprise africaine de vente et d'achat de crypto-monnaies célèbre ses 3 ans d'existence. Il y a de vaste pourvoyeur de richesse qui, par son accessibilité à tous, a su s'imposer, conquérir le monde et conquérir notre continent, comme ici au Burkina Faso, en seulement 3 ans. 3 ans d'efforts et de dur labeur. 3 ans où la mission et la recherche d'opportunités ont été notre boussole. Sa mission première est d'assister des nations dans le processus de prospérité en termes de crypto-investissement. En 2018, l'entreprise est rentrée dans le e-commerce, dispose d'une plateforme trading et intervient dans le levage. Le projet Laiplemal est l'un de ses produits phares en Afrique. Le projet est présentement installé dans 24 pays africains. Nous nous proposons d'accompagner nos semblables sur le sentier qui leur garantit la liberté financière. Et depuis le premier jour, nous élaborons avec dynamisme et fierté des stratégies et des techniques d'investissement permettant à nos différents investisseurs de mieux comprendre et s'intéresser davantage. Je suis donc fier de vous annoncer ici ce soir, depuis le sol de Burkina Faso, l'entrée en bourse du Simcoin pour le mois de janvier 2021.
Aujourd'hui, c'est plus de 45 000 crypto-investisseurs avec des membres dans plus de 95 pays à travers le monde. En perspective, Global Investment Trading veut la création d'un live mall télévision pour permettre aux investisseurs de suivre les activités de la compagnie. Global Investment Trading veut soutenir les projets d'élevage et d'agriculture au Burkina Faso. Le projet PREFA, lui, s'intéresse à la protection des jeunes dans des zones dites à risque. Le projet de renforcement de l'enseignement bilingue franco-arabe milite pour un système éducatif bilingue favorable au développement ainsi qu'à la cohésion sociale, la paix et à la stabilité du pays. Pour ce faire, plusieurs réalisations ont été faites et l'heure est au bilan. Le comité de pilotage s'est réuni la semaine dernière. Justin Amontou. 2500 écoles franco-arabes avec plus de 3000 apprenants, soit 10% des effectifs des écoles primaires du Burkina. Un système éducatif bilingue favorable au développement ainsi qu'à la cohésion sociale, la paix et la stabilité d'un pays. À travers la mise en œuvre du projet de renforcement de l'enseignement bilingue franco-arabe, PREFA, le pays œuvre pour la protection des jeunes dans les zones à risque. Le comité de pilotage en charge du projet passe en revue ses réalisations. Depuis bientôt 2 ans, nous avons bénéficié d'un appui de l'Union européenne à travers le fonds judiciaire de plus de 7 millions d'euros. Et aussi, l'ONG Diaconia en a bénéficié de plus de 2 millions d'euros aussi, avec une contrepartie nationale de 500 millions de francs CFA pour renforcer les actions du projet de renforcement de l'enseignement bilingue franco-arabe, surtout en ses composantes post-primaires. À côté de cela aussi, nous sommes en train de construire des bâtiments pour l'extension de 2 ENEP, l'ENEP de Bobo-Dioulasso et l'ENEP de Dori. Financé par le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne, l'une des missions importantes du projet de renforcement et d'enseignement bilingue franco-arabe et de l'ONG Diaconia est la prise en compte de tous les enfants sans distinction de sexe. Environ 3000 enfants talibés bénéficient déjà d'une attention particulière. Et ce que nous souhaitons, c'est que tous les enfants de ce pays aient accès à une éducation de qualité. Voilà. Et c'est important. Et c'est pour ça que le gouvernement s'est engagé dans la modernisation des établissements franco-arabes. Et notre objectif au niveau des foyers coraniques, c'est d'avoir un dialogue avec les maîtres coraniques de façon à pouvoir introduire un certain nombre de matières dans les foyers coraniques. Ça peut être le français, le calcul, de façon à leur permettre de pouvoir, à terme, passer donc des foyers coraniques à des établissements franco-arabes. Nous soutenons ces 2 projets dans le cadre d'une intervention plus globale, justement dans les cadres du Fonds fiduciaire d'urgence pour le Sahel, où nous avons vraiment constaté la nécessité d'appuyer tant au niveau de l'éducation en tant que telle, au niveau des écoles franco-arabes, et aussi avec des interventions plus spécifiques pour les écoles, pour les foyers coraniques, qui aussi en ce qui concerne vraiment la stabilisation du pays et la lutte contre la radicalisation. Donc ce sont 2 projets qui pour nous ont vraiment un double objectif dans ce sens. Et donc c'est très important pour nous comme Union européenne de pouvoir les accompagner. Les écoles franco-arabes représentent plus de 60% de l'offre éducative privée au Burkina Faso. Elles répondent aux aspirations socio-culturelles d'une frange importante de la population. L'accès et la qualité de l'éducation restent les défis à relever. La nouvelle est tombée en fin de matinée en réponse à la demande de dérogation du Burkina Faso afin d'accueillir le public au stade du 4 août pour le match Burkina-Malawi. La CAF, la Confédération africaine du football, oppose son veto. La confrontation qui entre donc dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2021 se fera à huis clos. C'est donc un véritable coup dur pour la Fédération burkinabé du football qui comptait sur la mobilisation des supporters, n'est-ce pas, Monsieur Abdul Karim? Tout à fait. Disons que c'est vraiment un coup de massue parce que la Fédération, avec le ministère du Sport et le gouvernement, a tout mis en œuvre pour motiver une demande dans le but de pouvoir accueillir le public pour ce match-là. Vous savez que ce match compte pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Donc c'est un match qui est très important et permettre au public de supporter les étalons était une chose vraiment importante pour nous. Malheureusement, dans le but de protéger l'intégrité des athlètes et surtout de permettre la lutte contre la propagation du virus,
que nous connaissons tous, la CAF a décidé de ne pas permettre cela. Donc, ils ont permis que 200 personnes VIP puissent, dans une zone qu'on appelle VIP, vous voyez les tribunes officielles, ils pourront être accueillis là-bas pour suivre le match. Donc, c'est vraiment un coup dur, mais nous devons nous plier parce qu'il faut que les supporters comprennent que l'organisation de cette compétition-là, c'est un produit de la CAF et que la Fédération burkinabé ne peut pas décider de faire autre chose que ce que la CAF donne comme indication. Donc l'appel est clair, le public est appelé à ne pas se mobiliser demain. Tout à fait. On demande au public de rester à la maison pour suivre, parce que ça va être en direct sur la chaîne nationale, ça va être en direct sur plusieurs chaînes de radio et ils pourront suivre le match en intégralité. Donc on invite le public à rester chez elle et puis suivre le match là-bas. D'accord. Merci Abdoul Karima Minungou, membre du comité d'organisation du match à Burkina-Malawi. Content pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Un match qui va se jouer à huis clos demain sur le coup de 19h. C'est bien ça? Absolument. Au stade du 4 août. Merci à tous d'avoir suivi ce journal qui s'achève. À vous qui nous suivez depuis l'Algaï dans le Koulpelogo, soyez en remerciés. À demain pour d'autres actualités.